Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. La 5e session plénière de l'Assemblée nationale togolaise a été marquée par la révision de la loi sur les transactions économiques. Objectif, favoriser un environnement propice au développement du commerce électronique et à la confiance des consommateurs dans les transactions en ligne. Autre fait marquant l'actualité, plusieurs établissements scolaires installés sur l'ensemble du territoire togolais ne sont plus habilités à exécuter. Ils sont dits non conformes aux dispositions en vigueur et donc fermés. Les détails dans cette édition. Au-delà de nos frontières, l'épisode Poutine-Evgeny Prigojine n'empiétera pas sur l'avenir du groupe Wagner sur le continent africain, particulièrement en Centrafrique. Le pays a annoncé qu'il continuera par collaborer avec la Russie au travers de Wagner. Tension diplomatique entre la Suède et le Maroc ce mercredi à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébi par le monde musulman. Un Irakien a fait brûler des pages d'un Coran lors d'un rassemblement, un acte suite auquel Rabat a rappelé son représentant à Stockholm. C'est tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est dans un instant. Face à la digitalisation croissante de l'économie et aux défis et enjeux que posent les transactions électroniques, le Togo a actualisé sa loi sur le commerce électronique afin de garantir digitalisation inclusive, sécurisée et rapide. Un pas de plus vers la modernisation et la transformation digitale. Les précisions dans ce reportage de Promise Pomegbe avec la voix de Félicité Chaplin. La digitalisation de l'économie mondiale connaît une évolution de plus en plus rapide. Si en 2019, il s'est révélé que 6% de la population togolaise était concernée par le commerce électronique, le secteur est en pleine croissance, surtout avec le développement du mobile money. À côté de tous les avantages que l'on peut avoir grâce aux transactions électroniques, des défis de sécurisation sont à relever afin de mettre la population à l'abri de l'arnaque et instaurer la confiance numérique. Une mise à jour de la réglementation s'impose afin de favoriser un environnement propice au développement du commerce électronique et à la confiance des consommateurs dans les transactions en ligne. Pour adapter les tests en vigueur aux nouveaux enjeux et défis posés par les transactions électroniques, le Togo vient de réviser sa loi sur les transactions électroniques garantissant une digitalisation inclusive, sécurisée et rapide au service du développement socio-économique. La loi inclut le renforcement des règles relatives à la copie électronique et à la conservation de la signature électronique qualifiée, la réglementation du cachet électronique et du coffre-fort numérique, mais également l'accroissement des obligations pesant sur les prestataires de services de confiance en cas de manquement. Suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues à Gomé-Glozou et à Avego dans la préfecture du Bamono, de nombreux ménages ont été touchés. Face à ce constat, une délégation du ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme, de l'alphabétisation conduite par Adjovi Lolognon Apedo à Nakoma s'est rendue dans les localités touchées pour apporter une aide aux victimes. Le point avec Elodie Yenchabré. Maisons inondées, murs effondrés. Voies impraticables, telle est l'ampleur des dégâts occasionnés par les eaux. Les habitants d'Agomé-Glozou, village situé sur les rives du fleuve Mono, ont fait les frais des pluies diluviennes abattues sur la localité vendredi dernier. Face à ce constat, une délégation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation conduite par la ministre Adjovi Lolognon Apedo à Nakoma s'est rendue dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle pour apporter au nom du gouvernement une aide aux victimes. Cette assistance est composée de vivres et de non-vivres. Les vivres sont composés de maïs, du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires. Quant aux non-vivres, il s'agit des nattes, des couvertures, des moustiquaires, des kits ustensiles, des lampes torches, des savons et des tôles pour ceux qui ont eu des abris ôtés. Par ailleurs, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a également prodigué des conseils à l'ensemble des sinistrés, entre autres l'entretien des infrastructures socio-collectives, la non-construction dans les zones inondables en raison du danger d'inondation qu'elles représentent et la promotion de la paix et du vivre ensemble.
Parlons toujours d'aide. Les centres d'accueil des enfants orphelins et abandonnés vont bientôt bénéficier d'une augmentation de leur assistance. Le sujet fait débat depuis 2021 et fait actuellement objet d'un plaidoyer. L'objectif est d'améliorer davantage la qualité de vie des enfants pris en charge dans ces différents centres. Les explications de Kofi Kligué. Les centres d'accueil des enfants orphelins ou des enfants abandonnés vont connaître une augmentation des aides à leur endroit. Ceci à travers un projet qui va durer 3 ans, dénommé « Approche régionale pour la protection de l'enfance et de la jeunesse ». L'objectif de ce projet est d'arriver à offrir aux enfants un meilleur traitement dans les centres d'accueil sur toute l'étendue du territoire. Le projet, pour son succès, a été objet d'une plaidoirie. En effet, plus de la moitié des 8,3 millions d'habitants restent touchés par la pauvreté et environ 60% sont des enfants. Aussi, les allocations budgétaires des États pour la prise en charge des enfants sont-elles insuffisantes? Une situation qui contribue énormément à l'abandon des enfants qui pourtant devraient jouir d'une protection. Cette plaidoirie des centres d'accueil des enfants définit de nouvelles lignes d'assistance applicables aux centres d'accueil des enfants. Depuis un moment, il est constaté que le traitement des enfants dans les centres d'accueil n'a rien à comparer avec la situation qu'il fut dans les rues. Ce projet vise 400 familles togolaises, soit 1560 enfants dans les régions de Lomé, de la Kara et des Savanes. Éducation à présent, et on en parlait dans les titres, plusieurs établissements scolaires ne pourront pas ouvrir leurs portes à la rentrée académique 2023-2024. À en croire le ministère de tutelle, ils ne sont pas conformes aux normes en vigueur. Les explications avec la voix de Nadège Arlidia, reportage signé Promise Bomegbe. Suite à une mission de mise à jour de la situation des établissements scolaires laïques et confessionnels, le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat vient d'annoncer la fermeture de 255 établissements du préscolaire, du primaire, du collège et du lycée. En effet, la mission menée par la commission d'agrément a permis de disposer d'un répertoire fiable, dynamique et actualisé des établissements relevant du privé en 2 catégories. Ceux répondant aux normes en vigueur pourront ouvrir leurs portes aux élèves à la prochaine rentrée, mais ceux considérés comme étant clandestins, puisqu'étant en situation irrégulière et n'offrant pas un cadre sécurisé de formation aux apprenants, seront tout simplement fermés. Selon le ministère, ces dérives compromettent dangereusement l'avenir des apprenants. Les parents et tuteurs d'élèves devront orienter leurs enfants vers les établissements scolaires qui obéissent aux normes réglementaires et dont la liste a été rendue publique par le ministère. Sujet sensible à présent, vous ne l'ignorez certainement pas au Togo, la pratique de l'homosexualité est interdite par les tests légaux. En effet, certains engagements pris par le Togo fait douter de sa position vis-à-vis de cette pratique. Nadège Arlidia s'est intéressée au sujet et voici ce qu'elle nous propose. La pratique de l'homosexualité est devenue une tendance. Certains pays l'adoptent, pendant que d'autres, en l'occurrence ceux arabes et africains, la trouvent contraire à leur culture, valeurs et principes. Au Togo, au terme de l'article 392 du Code pénal en vigueur, constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe. Le Code des personnes et de la famille, lui également, précise que la nullité du mariage doit être prononcée lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent. Pourtant, au même moment que le pays dispose de ces tests qui montrent clairement sa position vis-à-vis des orientations sexuelles, ce dernier se retrouve la plupart du temps face à des engagements qui l'obligent à manquer à ces lois. Les organisations internationales conditionnent l'adhésion des pays aux recommandations qui ne sont pas forcément en phase avec leurs valeurs. Certaines de leurs aides sont sous contrainte. En exemple, le Togo, qui officiellement ne valide pas cette pratique, est cité parmi les pays qui ont conclu l'accord Afrique-Caraïbes-Pacifique, accord qui recommande le respect des orientations sexuelles par les pays signataires. Certains citoyens se permettent de poser des actes dans cette logique et à partir de cet instant, les valeurs et principes du pays risquent de se retrouver souillés. C'est l'heure donc de questionner les législateurs et les organisations nationales concernées. Le pays est-il sur la voie de dépénaliser l'homosexualité ou restera-t-il sur la position que lui confèrent ces tests légaux? Des interrogations auxquelles réponses doivent être trouvées.
Malgré une augmentation de la quantité de poissons pêchés au large des côtes togolaises, ces dernières années, les conditions des pêcheurs sont de plus en plus difficiles. Manque de poissons, embarcations inadaptées, nécessité de s'éloigner de la côte. Nous faisons le point sur cette situation dans le reportage qui suit. Il est de Harold Messan-Atou. Les activités économiques effectuées sur le littoral togolais contribuent au PIB du pays à hauteur de 75%. Parmi ces dernières, la pêche représente 4,5% du PIB et emploie environ 20 000 personnes. Alors que de 2021 à 2022, les performances de la pêche au Togo ont augmenté de 50%, passant à 6 687 015 kg de poissons pêchés en un an, la situation des pêcheurs est de plus en plus difficile. L'activité est soumise à de nouveaux défis d'envergure. Tout d'abord, les nombreuses années de surpêche et d'exploitation abusive, ainsi que les pratiques de pêche illégales et destructrices, ont appauvri le littoral, poussant les embarcations à s'aventurer de plus en plus loin en mer. Ces dernières, bien moins stables et équipées que les chalutiers des pays développés, exposent leur équipage à un risque de naufrage omniprésent. Les changements climatiques qui se produisent depuis plusieurs années, ainsi que la pollution, modifient perpétuellement le schéma saisonnier de disponibilité des poissons sur les côtes togolaises. Le 7 juin dernier, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière du Togo rappelait dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan l'importance de protéger la mer et la biodiversité qui s'y trouve. Si le Togo veut préserver l'activité de pêche, il va donc devoir investir dans les embarcations et les aides mises à disposition des pêcheurs et s'assurer du respect des législations concernant la surpêche et la pêche illégale. Actualité au-delà de nos frontières, dès la fin de la mission des Nations Unies au Mali, l'Allemagne compte accélérer le retrait de ses soldats du pays comme demandé par la junte militaire au pouvoir au Mali. Cependant, le calendrier officiel de cette opération de retrait annoncé déjà plus d'une fois reste pour le moment inconnu. L'Allemagne envisage d'accélérer son retrait du Mali à la fin de la mission de l'ONU demandée par Bamako, mais dont le calendrier n'a pas encore été arrêté. Berlin a déployé un millier de soldats au Mali, principalement stationnés près de la ville de Gao, dans le nord du pays, où la tâche consiste à effectuer des reconnaissances pour la MINUSMA. Il y a un mois, l'Allemagne avait entériné un retrait d'ici mai 2024, estimant que les conditions n'étaient plus réunies pour continuer à participer à la mission onusienne que le pays a rejoint en 2013. Cette décision de retrait du Mali avait été annoncée par Berlin fin 2022. Toutefois, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, rassure, ce retrait se fera de manière ordonnée dans la ligne droite du retrait de la force onusienne. Jeudi, le vote devant ouvrir la voie au départ de la MINUSMA avait finalement été reporté. Cependant, selon ce projet de résolution, la mission est appelée à cesser ses activités dès le 1er juillet prochain pour se concentrer sur son retrait avec l'objectif de terminer ce processus d'ici le 31 décembre 2023. L'avenir du groupe Wagner sur le continent africain semble ne pas être influencé par la rébellion d'Evgeny Prigojine, le patron du groupe. La République centrafricaine a pour sa part annoncé que la Russie continuera par intervenir sur son territoire au travers du groupe Wagner. Les précisions. La Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec le groupe Wagner ou pas. C'est ce qu'a annoncé la présidence à Bangui, qui précise que l'affaire entre Yevgeny Prigojine et Vladimir Poutine est un dossier interne à la Russie et ne concerne pas la Centrafrique. Fidel Guandjika, ministre conseiller du président Faustin Archange-Touadéra, a pour l'occasion rappelé que son pays a signé en 2018 un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner. Cette annonce intervient peu après que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que le groupe de mercenaires allait continuer à opérer au Mali et en Centrafrique. Des centaines de mercenaires de Wagner avaient débarqué dans le pays en 2018, officiellement selon Moscou pour entraîner les soldats centrafricains. À cette époque, Bangui reprochait à Paris de soutenir un embargo sur les armes qui l'empêchait d'armer ses militaires pour combattre les groupes armés. Fin 2020, Faustin Archange-Touadéra, menacé par une offensive rebelle, avait appelé Moscou à la rescousse et des centaines d'autres mercenaires russes avaient débarqué et permis rapidement de repousser les groupes armés.
Quittons la Centrafrique pour le Kenya où une bataille juridique s'annonce entre Facebook et certains de ses anciens modérateurs de contenu licenciés en janvier dernier. Au moins 200 d'entre ces derniers se sont alliés pour poursuivre le réseau en justice. Ils dénoncent des conditions de travail particulièrement inhumaines et réclament des indemnités. 8 heures par jour à visionner des horreurs pour le compte de Facebook. Ce quotidien était celui de Nathan Nguzimana il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il fait partie des quelques 200 anciens employés qui poursuivent Facebook et le sous-traitant Sama au sujet des conditions de travail difficiles au Kenya. Voir un enfant être abusé sexuellement m'a vraiment touché. Voir une mère être abattue comme une chèvre, ça je ne pourrai jamais l'effacer de ma mémoire. Certains d'entre nous viennent de pays qui ont connu des génocides, vous savez, et toutes sortes d'autres choses. Nkuzimana était employé au centre de modération de contenu du géant des médias sociaux à Nairobi, où les travailleurs filtrent toutes sortes de publications, en supprimant notamment celles qui enfreignent les conditions d'utilisation. Facebook a mis en place des politiques standards qui donnent une direction aux modérateurs pour qu'ils sachent si oui ou non tel ou tel contenu peut rester sur la plateforme. Alors si vous vous sentez à l'aise en naviguant sur Facebook, c'est parce qu'il y a quelqu'un comme moi qui a été là avant vous, sur cet écran, et qui a regardé. Est-ce que cette publication a sa place ici ? Sinon, alors je dois l'enlever, car personne ne doit la voir. L'action en justice entamée par les anciens modérateurs de contenu est la première connue en dehors des États-Unis. Pour les plaignants, le nécessaire n'a pas été fait pour assurer un soutien post-traumatique aux employés. Les lois relatives aux droits du travail au Kenya sont encore très anciennes. Actuellement, il n'y a pas de moyen de garantir que les personnes qui travaillent dans la sphère numérique sont protégées ou se protègent contre ce type de traumatisme. Nkuzimana et ses anciens collègues cherchent à obtenir un fonds d'indemnisation d'1,6 milliard de dollars. Leur sort est entre les mains de la justice kenyane. La prochaine audience aura lieu le 10 juillet. Actualité au-delà du continent africain, à présent le projet d'expulsion des migrants illégalement arrivés au Royaume-Uni vers le Kenya continue par être objet de controverses. Cette fois-ci, c'est la justice britannique qui a jugé illégal le projet qui, selon elle, entre en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme. Les explications. La justice britannique a déclaré illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une décision motivée selon la Cour d'appel par un manque de garantie concernant la sécurité de ces demandeurs d'asile. Pour les juges, toute expulsion vers le Rwanda constituerait donc une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Les lacunes dans le système de demande d'asile au Rwanda sont telles qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe un risque réel que les personnes transférées là-bas soient renvoyées dans leur pays d'origine, où elles ont été persécutées ou ont subi d'autres traitements inhumains, alors qu'elles ont une demande d'asile légitime. En ce sens, le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr. Le plan d'envoyer les demandeurs d'asile vers le Rwanda a pour but, selon le gouvernement britannique, de décourager l'immigration illégale. Plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche depuis la France à bord de petites embarcations en 2022, ce qui constitue un record. Et ils sont plus de 11 000 cette année à avoir fait de même. Hier, alors que la communauté musulmane célébrait la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante d'ailleurs du calendrier musulman, un Irakien de 37 ans a brûlé publiquement des pages d'un Coran devant une mosquée lors d'une manifestation à Stockholm, la capitale suédoise. Un acte jugé islamophobe qui a poussé Rabat à rappeler son représentant à Stockholm. Les précisions. Des pages d'un exemplaire du Coran ont été brûlées mercredi à Stockholm lors d'un rassemblement autorisé par la police suédoise. L'auteur de l'acte serait un Irakien de 37 ans. Cet audace est intervenu alors même que le monde musulman célébrait la fête de l'Aïd al-Adha et en plein pèlerinage à la Mecque.
Cela fait partie de cette islamophobie perpétuelle qui ne cesse de croître et de se développer. Et je suis terrifié à l'idée de savoir où cela va finir. La liberté d'expression est très importante, mais je pense que brûler un livre religieux n'est pas de la liberté d'expression. C'est autre chose, c'est une provocation. Parmi les réactions figure celle du Maroc. Rabat a rappelé s'inédier son ambassadeur en poste dans la capitale suédoise, tout en condamnant un acte offensant et irresponsable, selon un communiqué officiel. Actualité sportive à présent, malgré l'élimination des éperviers du Togo pour la CAN 2023, l'équipe dirigée par Paolo Duarte a fait de belles performances selon le nouveau classement rendu officiel par la FIFA ce jeudi. Le Togo a réalisé un bond de 7 places, passant ainsi de la 129e place à la 122e sur le plan mondial et occupant ainsi la 31e place sur le continent africain. Ce bond est la résultante directe des 2 victoires de la sélection au cours de ce mois de juin, 2 victoires identiques de 2-0 face aux Lesotho en amical et face à l'Eswatini lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Ainsi se referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez demain Elodie Yenchabré pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.